Bon, trois quarts de mon temps de parole sont déjà passés. Je pense que tôt ou tard, vous aurez faim. Alors j'essayerai de me condenser un petit peu, mais je ne pourrai pas vous économiser tout. Je commence par un regard sur la situation générale des langues dominées dans le contexte de la globalisation actuelle. Il sera bref. Dans une perspective sociologique et sociolinguistique, l'occitan constitue une langue dominée par le français et les autres langues d'État avec lesquelles il est en contact. Ce terme est plus clair que celui de langue régionale préféré par beaucoup en France. C'est pourquoi je l'emploierai dorénavant, tout en parlant de langue autochtone quand il s'agit des langues présentes sur le sol de la France avant le français. Cela veut dire que les rapports de l'occitan à ces langues sont asymétriques, ça vous le savez, je sais, que l'occitan est en situation de faiblesse. Il faudra, ce sera le contenu de mon rapport, revenir sur les détails. Mais d'abord, il est important d'insister sur les changements récents de la situation de toutes les langues dominées dans le monde. Pendant longtemps, quand la grande majorité des locuteurs étaient analphabètes, la situation d'être dominé n'avait que des conséquences limitées pour les langues en question. Certes, elles ne connaissent pas d'élaboration de grammaire normative, mais les gens continuent à les employer comme auparavant. Quand François Ier promulgue en 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui rend l'emploi du français obligatoire dans tous les documents à valeur juridique, ce texte n'a de conséquences que pour une partie de la production écrite et pour les spécialistes concernés. L'immense majorité des locuteurs maintient ses habitudes de communication comme toujours. Ce n'est qu'au temps des Lumières que l'idée de l'alphabétisation des masses se fait jour. Et en France, elle ne deviendra obligatoire à travers l'école que vers la fin du XIXe siècle, c'est tardif, même en Europe. Or, cette éducation, en principe, se fait en langue dominante. Peu de temps après, par la radio, cette langue dominante pénètre dans tous les foyers et ultérieurement, la télévision amplifie ce mouvement. Au moment de la scolarisation obligatoire, les Français auraient pu devenir bilingues et alphabétisés dans 2 langues. Mais le mépris officiel pour les langues dominées fera que l'État exhorte les gens, de manière implicite et explicite, à les délaisser. De monolingues occitans ou bretons ou corses ou catalans, ils deviennent en peu de générations monolingues en français. Cette tendance s'explique en partie par l'agrandissement des rayons de communication des gens. Tout d'abord, en partie par le nationalisme des États qui veulent créer des espaces uniques de communication, mais aussi par l'inertie des locuteurs qui suivent le mouvement, cela d'autant plus facilement que pendant longtemps, le bi- ou plurilinguisme a mauvaise réputation. Certes, les mouvements se positionnent contre cette monopolisation de la parole en une langue, provoquant et mobilisant des renaissances de différentes langues sans État. Ces dernières peuvent s'appuyer sur la volonté de démarcation, le terme est important, des locuteurs qui ne veulent pas tous se fondre dans des masses amorphes. Certains courants idéologiques les fortifient, comme le romantisme, d'autres s'y opposent, et les grandes crises politiques qui interviennent au cours du XXe siècle, en Europe et sur la terre entière, renforcent ces courants assimilateurs. De nos jours, ce ne sont plus les langues dominantes des États qui s'attirent des locuteurs nouveaux, mais celles des grands pouvoirs mondiaux qui tentent également de cette façon, et avec des moyens encore accrus, d'attirer la communication vers eux. De nombreux groupes s'élèvent contre cette tendance de massification et d'unification, mais avec des moyens souvent modestes et de façon peu organisée. Pour simplifier, nous avons affaire à un conflit entre communication d'une part et démarcation de l'autre. Or, les 2 tendances dialectiques doivent se fondre dans une synthèse. L'enjeu est considérable. Je passe aux données de base et à la situation légale en ce qui concerne l'occitan. Il est connu que la langue occitane, dans ses différentes variétés, est aujourd'hui parlée dans 3 États, majoritairement en France, puis dans une partie de l'Italie, dans le Piémont alpin et en Calabre, et dans le Val d'Aran catalan. Les foyers d'immigration occitane en Allemagne se sont définitivement éteints vers la première moitié du XXe siècle, et ceux qui existaient en Argentine, à Pigüé par exemple, plus récemment encore. J'ai eu l'occasion de parler à peu près avec les derniers locuteurs à Pigüé. D'autres foyers d'émigration qui ont pu exister ont également disparu de nos jours. La situation légale des Occitans dans ces 3 États varie beaucoup. Elle est confortable en Catalogne, où l'occitan aranais est co-officiel sur l'ensemble du territoire de la Catalogne depuis la loi du 22 septembre 2010.
faut se poser la question de savoir si un potentiel de seulement 6 000 locuteurs au maximum est suffisant pour une survie à long terme. Ça, c'est une autre question. En Italie, c'est la loi 462-1979 qui règle, bien que de façon insuffisante, la protection des minorités autochtones. Elle prévoit que ce soit les groupes concernés qui doivent prendre les initiatives. Ceci présuppose un degré d'organisation qui n'est pas toujours atteint. La situation est plus précaire encore en France, où l'article 2 de la Constitution, ajouté en 1992, stipule que la langue de la République est le français. Ce n'est pas tellement cette formule que l'interprétation très restrictive qu'en donne le Conseil constitutionnel, qui a fait dire à des spécialistes que le droit français des langues est dans l'impasse. Il faut dire qu'à l'époque de la réforme constitutionnelle en question, de nombreux groupes ont demandé en vain l'ajout d'une formule de protection et soutien aux langues autochtones. Un élément supplémentaire de limitation du rôle des autres langues de la France est la loi Toubon de 1994, bien qu'elle soit dirigée en principe contre l'emploi social de langues étrangères, donc d'autres langues dominantes, a été utilisée, et l'est encore parfois, pour limiter le rôle des langues de France. L'élaboration, en 1999, de la liste Certillini, destinée à établir la liste des langues de France à prendre en compte dans le cas de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, est restée sans résultat officiel. L'insertion en 2008 d'un article 75.1 à la Constitution, disant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, n'a pas amélioré la situation jusqu'à présent, parce que les gouvernements successifs n'ont pas été capables, ni volontaires, de faire voter une loi d'application, ce qui fait que la juridiction ne tient pratiquement pas compte de la volonté de la Constitution. Ça, il faut. C'est un fait qui est assez difficile à expliquer à un étranger. Il y a la Constitution et puis la pratique légale ne la suit pas. Et l'on notera enfin que de nombreux États d'Europe, qui dès les premiers articles de leur Constitution déclarent certaines langues comme officielles, arrivent, malgré cela, à une protection plus forte des autres langues parlées sur leur territoire. Ça, c'est une partie de l'exception française. La situation actuelle est, sur certains points, en retrait sur celle d'avant 1992. Il faut se poser la question si la célébration de mariage en occitan, connue des années 70-80 en de multiples communes, après l'exemple donné à Béziers, serait possible de nos jours. De même, des discours de personnalités officielles possibles, voire nécessaires pour la compréhension, il n'y a pas si longtemps, sont aujourd'hui sous la menace des jugements du Conseil constitutionnel ou des cours de justice. Il faut dire toutefois que l'État n'est pas le seul responsable. Je m'excuse auprès de David Proclode. Lors d'un voyage récent en Pays basque nord français, en Iparralde, j'ai pu constater que toute la signalisation officielle, que ce soit celle des routes, des entrées, des localités ou des noms de rues, est strictement bilingue. Donc, si les concernés y tiennent fermement, c'est possible. Les quelques plaques bilingues en Pays d'Oc pourraient facilement être multipliées si la volonté politique et sociale y était. Récemment, un point positif sur le tableau était le fait que les régions où se parle l'occitan commençaient, enfin, à se regrouper autour de ce sujet qu'elles ont en commun pour des initiatives structurantes. Mais la récente refonte des régions remet en question ce qui était acquis, car les nouvelles régions doivent d'abord trouver un rythme de croisière. Il faut espérer qu'elles ne tardent pas trop à reprendre cette tâche. Sans entrer davantage dans les détails, on peut dire que la situation légale de l'occitan et de toutes les autres langues de France est toujours médiocre. L'État n'encourage nullement une politique de plurilinguisme, il continue une politique du monopole du français. Or, ce monopole est atteint depuis belle lurette, sauf dans un département comme Mayotte. Une politique qui était, jusqu'à un certain degré, compréhensible vers 1800, ne l'est plus vers 2017. Elle est une des raisons pour lesquelles les Français ont la réputation d'avoir la difficulté à apprendre des langues supplémentaires. Si l'on avait su utiliser le bilinguisme naturel d'une partie considérable de la population, la situation serait certainement différente. Là, on a perdu un capital énorme, comme dans d'autres pays, mais en France tout particulièrement. Je me tourne, j'ai encore 2 minutes, je vais les allonger un peu, je me tourne vers la situation de l'occitan dans la société et tout d'abord vers le nombre de locuteurs. Quand Jules Ronjat, auteur de la grande grammaire historique des parlers provençaux modernes, calcula le nombre des locuteurs de l'occitan vers 1920, il arriva à environ 10 millions de personnes
et il ajouta que pour 9 millions environ d'entre eux, ce peut être la langue la plus usuelle. Si cette dernière affirmation est peut-être un peu trop optimiste, la vue de l'ensemble devait être proche des réalités. Un demi-siècle plus tard, en 1970, Robert Laffont tente une nouvelle estimation difficile en France en raison de l'absence presque totale de données statistiques. Il différencie les locuteurs potentiels en 5 catégories, dont seules les 3 premières savent employer la langue. Il estime que le premier groupe, celui des usagers à temps plein, comprend entre 1 et 2 millions de personnes, de 10, on tombe à 1 et 2, et il pense qu'avec les locuteurs partiels et éventuels, on arrive à environ 8 millions de personnes, 1970. La dernière évaluation sérieuse que je connaisse, celle de Fabrice Bernissant, en 2012, donc récente, arrive à 110 000 locuteurs à temps plein, pour reprendre le terme de Laffont, avec une perte annuelle estimée à 8%. Autour de ce noyau dur, il y aurait, selon Bernissant, un peu plus d'1 million de personnes que l'on pourrait regrouper dans les 2 autres catégories proposées jadis par Laffont. Si ces calculs sont exacts, l'Occitan aurait perdu presque 99% de ses locuteurs habituels à temps plein en un siècle, et environ 88% des personnes plus ou moins imprégnées par la langue. Je pense qu'il est important de retenir quand même ce chiffre. Il convient de le relativiser quelque peu. Ce qui est sûr, c'est que la transmission générationnelle ne fonctionne pratiquement plus, nous l'avons entendu plus d'une fois ce matin. Il n'y a par conséquent presque plus de locuteurs primaires, c'est-à-dire des locuteurs ayant appris l'occitan comme première langue, ou si vous voulez, comme langue maternelle. Une enquête faite dans un lycée à Mende, en Lozère, dans les années 80, comportait une question sur les langues maternelles et elle arrivait à 0,7% des interrogés qui déclaraient avoir et l'occitan et le français comme langue maternelle. Tous les autres indiquant uniquement le français. Non, il y a 35 ans de ça, de nos jours, on atteindrait sans doute plus même ce pourcentage. Cela revient à dire que ce sont de nos jours surtout les locuteurs secondaires qui perpétuent la chaîne orale. Pour eux, l'apprentissage de l'occitan repose sur un choix pris à un moment donné. Leurs compétences et consciences linguistiques sont en général assez différentes de celles des locuteurs primaires. D'une part, une décision prise peut être révoquée pour des raisons diverses, ou simplement l'effort investi dans la maîtrise de la langue peut diminuer. Certes, si un adulte se lance dans la conquête de l'occitan, les chances qu'il y persiste sont grandes. Cependant, de nos jours, les nouveaux locuteurs se recrutent en bonne partie parmi les élèves, soit des trop rares cursus bilingues des écoles publiques, soit des calendrettes. Mais souvent, un enfant scolarisé en occitan dans une calendrette ne pourra poursuivre sa formation en occitan au collège ou au lycée par absence d'offres. Par conséquent, les chances sont grandes de perdre une bonne partie de ces nouveaux locuteurs à cause du déficit des structures éducatives. Dans ce domaine, il conviendrait d'investir. Et cette situation s'applique une fois de plus à toutes les langues dominées de la France. D'autre part, une personne qui a appris une langue par la voie naturelle, c'est-à-dire en communiquant, sait d'abord entendre et parler, et seulement plus tard apprend à lire et écrire. L'apprentissage d'une langue seconde se fait le plus souvent, toujours, en privilégiant les capacités secondaires, à savoir lire et écrire. Si la pratique communicative primaire, celle des échanges oraux, reste trop sporadique, il en résulte une faiblesse dans ce domaine qui peut entraîner l'apprenant soit à privilégier la communication écrite, soit à éviter la communication orale, ce qui crée un cercle vicieux. Il convient d'autre part de ne pas perdre de vue que l'immense majorité des locuteurs secondaires sont plus ou moins alphabétisés en occitan, alors que dans le passé, la plupart des locuteurs primaires étaient analphabètes en leur langue. Là, il y a quand même un gain. Et l'on arrive donc au paradoxe que le nombre des alphabétisés est sans doute aujourd'hui plus élevé que par le passé. Un des moyens pour contrer de telles tendances pourrait être une présence accentuée de la langue dans les médias. Or, en France, elle est assez limitée. Pour résumer la situation, on peut dire que l'occitan a perdu énormément de locuteurs depuis un siècle, et cela en bonne partie à cause de la politique de l'État qui ne considère pas le bilinguisme, n'importe quel bilinguisme,
comme une richesse, mais comme un obstacle. Le corps des locuteurs, le sociolinguiste que je suis ferait là un long développement sur le plurilinguisme, je vous en fais cadeau. Le corps des locuteurs change dans la mesure où les locuteurs primaires de jadis disparaissent et sont remplacés par des locuteurs secondaires qui ont des profils de compétences différents. D'une part, ils ne souffrent pas ou guère des préjugés contre ces langues appelées autrefois patois, mais la distribution de leurs capacités communicatives est différente. Ils peuvent cesser de s'intéresser à l'occitan, et surtout, et cela, c'est le problème le plus grand, leur nombre ne compense pas, et de loin, la disparition naturelle des locuteurs primaires. Tant que l'attitude de la société française envers le bilinguisme interne ne change pas, cela reste une grande préoccupation. J'aurais voulu parler un peu plus longuement sur la normativisation, c'est-à-dire l'élaboration des grammaires de référence, mais je vais raccourcir et je ne vais dire que le premier modèle moderne qui a été élaboré, le modèle Mistral-Roumanie, avait de graves défauts. Il avait des qualités aussi, mais il avait des graves défauts, le plus grave étant qu'il ne prenait en considération que les parlers barodaniens, du provençal, et donc il était difficile à élargir cette langue de référence à d'autres variétés de l'occitan. Les auteurs qui suivent ce modèle doivent ou écrire en rhodanien, quelques-uns, assez rares le font, ou créer des systèmes qui reposent sur les mêmes principes, et là on peut, en état-peau, évoquer le système de l'Escole Gascou-Phébus, qui, par un souci d'exactitude exagérée, se révèle bien compliqué à manier. Bon, a été en contre-position le système Roux-Perbosc-Alibert, dont l'élaboration la plus professionnelle est la grammaire de Louis Alibert, publiée en 1935-37 et rééditée en 1976 en une version définitive. Alors attention, selon la volonté de son auteur, cette grammaire se voulait référentielle pour le seul languedocien. Elle devait servir de modèle à l'élaboration d'ouvrages semblables pour les autres grandes variétés de la langue. De ce point de vue, la grammaire est absolument convaincante. Cependant, quand, en 1961, la loi d'Exon ouvre un petit peu les portes des écoles à quelques langues dites régionales, dont l'occitan, il faut rapidement trouver une forme référentielle, parce qu'en France, une langue, c'est une langue seulement quand elle a une forme de référence. Et l'IEO, l'Institut d'études occitanes, décide de considérer cette grammaire, celle d'Alibert, comme base de la langue de référence dans tout le domaine doc, tout en prévoyant l'élaboration de travaux normatifs pour les autres grandes variétés. Ils se feront plus ou moins rapidement. Mais de cette façon, l'IEO mêle deux problèmes, celui de la grammaire normative et celui de la langue de référence. En posant un languedocien quelque peu amorti, comme forme de référence, il peut créer des réflexes de refus de la part des représentants des autres variétés. Il faut avouer que vers 1950, le concept des langues polycentriques ou polynomiques n'existait pas encore dans les réflexions des linguistes, bien qu'il existât dans le fait de plusieurs langues. Dans la conscience des représentants de la Renaissance d'alors, il s'agissait de proposer une langue de référence qui permettait la comparaison avec le modèle français. Ainsi, le succès de l'occitanisme après 1968 fait apparaître à nouveau ce problème. D'une part, à côté d'un travail continu de recherche qui améliore le modèle d'Alibert, émergent de nombreuses tentatives de créer des sous-normes locales ou régionales qui, d'ailleurs, n'ont pas toujours la qualité professionnelle souhaitable. Plus grave est le fait que surgit à nouveau la question de savoir si l'occitan est une langue ou s'il convient de parler des langues doc au pluriel, telle que le fait la loi Haby de 1975. Pour la linguistique et la sociolinguistique, la proximité des sous-systèmes ne pose pas de question. Dans aucun manuel sérieux de linguistique romane, l'unité profonde de la langue occitane n'est mise en doute. Parfois, on relève des observations particulières pour le gascon en raison de son substrat basque, on en a déjà parlé ce matin. Mais avec la disparition de la communication interdialectale habituelle en occitan, à longue distance, elle a fonctionné jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, et la diminution des compétences collectives, toute différence naturelle entre deux parlers est sentie comme un obstacle de plus en plus important. Les débats commencent avant 1960 pour des raisons idéologiques entre provençalisants de droite et occitanistes de gauche, les deux entre guillemets, mais plus la compétence collective baisse, plus il y a des défenseurs, pour ne pas dire d'inventeurs,
de nouvelles langues à l'intérieur de l'espace linguistique occitan. Scientifiquement, leurs opinions ne pèsent pas lourd, mais pour le grand public se crée une situation confuse et se forment de multiples mini-fronts qui réussissent parfois à influencer les politiques. Or, il y a toujours une tension entre communication et démarcation, je l'ai dit tout à l'heure. Si de nouvelles frontières démarcatives sont élevées entre les différents parlers, la faculté de communication se rétrécit et par conséquent la valeur communicative de chacune des sous-langues prise en considération diminue. L'insistance sur la démarcation ne permet plus qu'un usage symbolique d'une langue, usage qui n'est pas suffisant pour lui assurer un avenir. Nous savons que de telles tendances à des degrés différents sévissent actuellement dans plusieurs parties de l'espace linguistique occitan. Elles peuvent devenir dangereuses pour l'avenir de la langue. La tendance à la fragmentation me semble personnellement un des grands dangers pour l'avenir de toute langue dominée. Je vais encore aborder, mais rapidement, quelques aspects particuliers. D'abord, l'occitan dans le système éducatif. Je pense que nul ne doute que pour que l'occitan ait un avenir, l'enseignement est un des éléments les plus importants qui ne suffit pas, nous l'avons entendu. Or, de ce que je viens de dire, il résulte que malgré des progrès considérables, la situation est loin d'être satisfaisante. Certes, les dispositions de la loi d'Exon sont dépassées depuis longtemps par les différentes améliorations successives, dont la dernière me semble être la loi Payon. Mais, alors que la place de l'occitan et des autres langues autochtones s'améliore sur le papier, les dernières dispositions réduisent la place des langues dans l'enseignement en général. Ce que la main droite semble ouvertement donner, la gauche le reprend parfois en catimini. Et je ne parle pas des entraves que l'administration ajoute souvent au petit espace laissé à l'enseignement de la langue. Le besoin est sans doute plus élevé que l'offre, je crois que ça aussi, ça s'est entendu ce matin. Toutefois, un ensemble de 60 000 élèves concernés par les cours d'occitan, tous les cours d'occitan, 62 000, ce sont les chiffres de 2011-12, je n'ai pas eu de plus récente, pour une population qu'on peut estimer à 15 millions, est insignifiant. Je ne voudrais pas vous lasser par une énumération des détails de programmes que vous connaissez sans doute mieux que moi. À l'état actuel, ça change au jour le jour. Quand on est à l'étranger, on arrive difficilement à suivre tous les mouvements. Je voudrais simplement dire que je trouve assez dommage que le système de l'éducation pour adultes, à travers des universités populaires ou des centres de formation professionnelle, etc., est toujours relativement peu développé en France. Quand on vient de l'étranger, quand on vient des pays où les universités populaires ont une tradition importante, on pense qu'en France, il y aurait des possibilités à saisir. La situation est relativement bonne dans les universités. Dans les universités du domaine occitan, il y a en général des sections ou départements qui traitent de la langue, la littérature et culture doc, même si certaines de ces sections sont menacées par des restrictions de crédit et certains professeurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. À la longue, une telle négligence constitue une menace pour les infrastructures. Mais il y a autre chose. Il convient de remarquer que les universités italiennes et espagnoles, surtout catalanes, sont aujourd'hui bien plus actives dans ce domaine. Un effort de rattrapage serait donc justifié en France. Je ne parle pas des grands espoirs qu'on a eus au moment de la création du CAPES d'Occitan et de la déception totale que cela donne aujourd'hui. Là, on voit que les volontés politiques, eh bien, elles pourraient être plus fortes, parce que ça ne nécessite pas le Parlement, ça ne nécessite pas un changement de constitution, ça serait la décision d'un ou d'une ministre qui voudrait faire quelque chose. Je pense que là, ce que je viens de dire, ce que la droite donne, la gauche le prend, s'applique tout à fait particulièrement. Vous savez tous, je parlerai très rapidement sur les médias, que les possibilités, là, se sont multipliées dans un temps relativement bref. Si jadis il n'y avait que la presse écrite, puis la radio et la télévision, à présent, les nouveaux médias ont conquis un espace et une audience considérables. Ils ont le très grand avantage d'être relativement peu onéreux et de nécessiter un minimum de personnel. Ceci a relativement amélioré la situation et la visibilité des langues dominées presque partout dans le monde. Nous voyons, par contre,
que ces avances, par la multiplication des canaux, ont naturellement diminué leur impact relatif. Hein. S'il y a 1 heure de télévision dans une télévision unique, c'est autre chose que s'il y a 100 heures de télévision quand il y a une centaine d'émetteurs de télévision, pour ne donner qu'un exemple. La même chose vaut pour la presse. Vous savez que la presse occitane, ça a toujours été plutôt un rêve qu'une réalité. On voit que depuis 22 ans existe et se maintient la semaine, en dépit des difficultés sérieuses, mais enfin, c'est quand même aussi préoccupant que ce soit le seul hebdomadaire en Occitan qui tienne le coup. Dans ma pauvre Autriche, où j'habite, il y a beaucoup de mauvaise presse, mais il y en a. La Suisse, qui a beaucoup moins d'habitants que l'Autriche, a bien plus d'organes de presse, et qui plus est, d'organes de presse de très grande valeur. En raison des carences évoquées précédemment, un des moyens les plus efficaces pour toucher un large public demeure la musique sous ses formes les plus variées. Des chanteurs et des chanteuses occitans, qu'ils soient traditionnels ou, aujourd'hui plus rarement, engagés, réussissent souvent à toucher un nombre élevé de personnes, qu'il s'agisse d'écoute individuelle ou de présence à des spectacles et festivals. Tenant compte du fait que souvent leur public n'entend plus guère la langue, les paroles, ces créateurs doivent par conséquent insister sur la musique, ce qui ne favorise pas la circulation des messages intellectuels et ou sociaux. La même remarque s'applique au théâtre occitan. La perte collective de la compétence linguistique a été tôt remarquée par certains auteurs. Si les premières pièces de Robert Laffont sont uniquement en occitan, théâtre Klaus, plus tard, il transcrit et utilise sur scène la diglossie de la société. Max Rouquette a continué à écrire ses pièces en occitan, mais leur succès a été assuré principalement par les traductions, surtout en français, mais aussi en d'autres langues. Et il faut le dire aussi, les traductions en français de Max Rouquette sont très souvent des reflets des traductions dans d'autres langues. Max Rouquette a été connu d'abord en polonais et ensuite en français. Ce problème se pose aussi pour la production littéraire qui souffre du manque d'auteurs et qui souffre aussi du manque de possibilités de publication. Le nombre des revues strictement littéraires a baissé de beaucoup et il n'y a plus qu'une demi-douzaine d'éditeurs à proprement parler littéraires. D'autre part, les mêmes remarques s'appliquent aux textes non littéraires. Quand j'ai préparé cette communication, jusque dans les années 80, j'ai eu recours à beaucoup de textes scientifiques écrits en occitan. Depuis, il n'y en a presque plus, ils s'écrivent en français, et les derniers livres de débat sont tous bilingues, ils ne s'écrivent plus seulement en occitan. Or, si on veut préserver un avenir à la langue, il ne faut pas abandonner ni les activités littéraires, ni les productions scientifiques. C'est là où une langue dépasse, transcende ses possibilités d'expression. Parce que, bon, si on parle des choses quotidiennes, c'est facile. Mais si on veut prendre une langue au sérieux, il faut qu'elle puisse aussi exprimer les choses sérieuses. Je serai très bref pour ce que je voulais dire plus longuement sur l'occitan comme facteur économique. Parce que ça, c'est un facteur économique et ça pourrait être un facteur économique. On n'a pas uniquement besoin d'enseignants, d'artistes et d'administrateurs, mais il y a dans les calendrettes, par exemple, une tentative qui est tout à fait intéressante, c'est l'initiative Famille de langue. Monsieur Bayrou, tout à l'heure, en a fait une petite application où les enfants de 10-11 ans apprennent à partir de l'occitan à maîtriser passivement les autres langues romanes. Et j'ai toujours été, quand j'ai été dans des collèges calendrettes qui ont fait cette tentative, j'ai toujours été impressionné des possibilités qu'acquéraient les enfants de cette façon. Le côté économique est un domaine où beaucoup reste à faire. Je retourne à la comparaison avec les Basques, je le regrette. Quand j'ai parcouru le Pays basque et la Gascogne l'automne dernier, ma surprise a été grande de constater la différence entre les musées basques,
où les informations toujours données en au moins 2 langues, dont le basque, et les musées occitans, où souvent manquait même l'indication la plus succincte du fait que toutes les pièces exposées se réfèrent à un passé récent souvent, où la société ne fonctionnait non pas en français, mais en occitan, gascon, etc. J'ai fait la remarque parfois au personnel des musées, ils m'ont regardé de très grands yeux, ils ont dit « Ah oui, monsieur, vous avez raison, c'est une idée. » J'irai un jour voir sur les mêmes musées si mon idée a eu plus que cette reconnaissance. Parce qu'il faut dire que ce défaut équivaut presque à une falsification de l'histoire. Là, on trafique l'histoire. On dit aux gens quelque chose qui s'est passé de façon tout à fait différente. Je nommerai quand même, mais juste pour le nommer, le label Hoc per l'Occitan, par lequel l'IEO suggère à des entreprises et commerces de type très diversifié l'intégration de l'occitan dans leur image de marque et aussi dans leur pratique. Je pense que ça, c'est une activité de la plus haute importance parce que là, on dépasse le cadre des intellectuels, des gens des livres, des gens des lettres, on rentre dans la vie vidante, on rentre dans la société, et si cela peut se faire, ça serait vraiment un gain. Bon, je conclue. Largement dépassé mon temps. Vous m'avez demandé un regard sur la situation de l'occitan aujourd'hui. Il est clair que j'ai dû me concentrer sur certains aspects. Ce qui m'importe, c'est de mettre en relation les différents facteurs qui peuvent avoir une influence sur l'avenir de la langue et culture d'oc. L'impression qui en résulte est quelque peu contradictoire entre une institutionnalisation partielle entamée et une perte continue de locuteurs. La reconnaissance par l'État est toutefois si limitée, de manière qu'on a pu parler de l'occitan et des autres langues autochtones de la France comme des langues officieuses. Il faudrait que la France se dote enfin d'une législation efficace sur les langues de France et, il faut l'ajouter, pas seulement sur les langues autochtones, aussi sur les langues de l'intégration. Parce que on ne peut pas installer là une nouvelle frontière pour créer des citoyens de catégories différentes. La monopolisation du français qui règne depuis la Révolution n'est plus digne d'un État qui se déclare champion de la liberté. L'entrée de la langue comme matière presque ordinaire dans l'enseignement est partiellement remise en question par la nouvelle orientation de ce que ce même enseignement impose, au détriment des cours de langue et par les limitations d'horaire pour les classes bilingues. L'existence d'un hebdomadaire en occitan est partiellement remise en cause par les pertes d'importance de la presse écrite. D'autres tensions semblables seraient également observables. Entre ces contradictions, il faut travailler à établir un certain équilibre. Pour Robert Laffont, qui était un grand visionnaire, il disait souvent qu'il ne savait pas quel serait l'occitan de demain. En construisant sur l'héritage du passé, en abandonnant ce qui est suranné et en cherchant de nouveaux emplois de la langue, il faudra essayer de trouver un chemin qui ne réduise pas l'occitan à une existence purement symbolique et démarcative, mais qui lui assure à l'avenir une place dans la vie de tous les jours. C'est une tâche ardue qui impose d'éviter les erreurs mettant facilement la pratique de la langue en danger, mais cette tâche n'est pas impossible. Je vous remercie beaucoup de votre patience.